Cette belle sélection qu'ils nous ont offerte cette année. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais donc la sélection 2024, une grande réussite qui nous a bien fait voyager d'ailleurs dans de nombreux pays, de nombreuses régions. Voilà, donc on est très content d'avoir pu découvrir ces auteurs et ces histoires. Donc je reviens maintenant au roman sur la vallée des Lazars. Donc, moi j'ai trouvé que c'était un vrai roman picaresque qui raconte donc l'été mouvementé d'un jeune héros, Amir Hayami, qui accompagne son père pour une histoire d'héritage et pour le mariage de sa cousine. Il est d'abord anxieux et curieux de revenir au pays. Il espère retrouver la complicité de son cousin gémellaire, Haroun, mais le destin en a décidé autrement. Mektoub. Ce qu'on ressent à travers cette histoire de famille, au pluriel, c'est que, outre la rivalité centenaire qui oppose les Hayami et les Okbani, véritables Capulet et Montagu marocains, le jeune héros semble être spectateur de cette histoire. Rien n'est compréhensible pour lui. Ni les traditions, ni les croyances, ni les rancœurs, ni même l'amour. Il ne comprend rien. Tout lui échappe. Le pays de son père, la vallée des Lazars, est devenu un monde inconnu. Et surtout, il ne comprend rien aux femmes de ce pays. Ce sont elles les vraies héroïnes du roman. Elles qui doivent vivre entre tradition et modernité, entre patriarcat et indépendance, entre soumission et rébellion. Ce sont elles qui maintiennent les traditions, et ce sont elles qui les remettent en question. L'auteur dédie d'ailleurs son roman à sa fille, son héroïne. Saura-t-elle porter ces fragilités de la transmission? Car enfin, ce roman est celui de l'exil. Nous étions une famille d'exilés, dit l'auteur en introduction. Cet exil devient lui-même une identité qui transparaît à travers le roman. J'ai le sentiment que l'exil est en nous, conclut-il. Mais l'exil du père n'est pas celui du fils. Le père a des souvenirs, des racines dans son pays. Mais le fils, mais les enfants, quelles sont leurs racines? Je me sentais imposteur à chacun de mes voyages, confie-t-il. Comment peut-on être d'ici et de là-bas? Comment ne pas se considérer comme vivant sur le pas de la porte qui sépare deux identités? La vallée des Lazars rejoint ainsi les plus beaux romans de l'exil et les plus douloureux, ceux qui parlent de la transmission, de la difficulté à accepter la filiation de l'exil, à perpétuer la continuité des origines, à parler aux ancêtres, comme l'a fait Alice Zéniter dans L'Art de perdre. Je suis certaine que ce roman a plu aux lecteurs villejuiffois, que vous êtes ici, car nous sommes tous traversés par cette quête des origines et cette peur de perdre ce que l'on a transmis. Qui sommes-nous exactement? D'où venons-nous? Ces questionnements nous habitent tous. Merci donc à Soufiane Kaoula de nous conter cette quête des origines et nous rappeler que nous sommes tous nés quelque part. Félicitations encore. Pour Soufiane. Alors on va remettre le L à sa place. Soufiane Kaloua. Bravo, félicitations. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Très heureux de recevoir ce prix, ça a toujours beaucoup de sens, un prix des lecteurs, et d'autant plus quand il s'agit d'un prix de médiathèque. Bon, les médiathèques sont évidemment extrêmement importantes pour la culture, et je peux dire quelques mots? Ah bah, bon. Non, t'es pas là pour ça. Juste à propos des médiathèques, bon, je suis prof et ça m'arrive assez souvent de dire à mes élèves qu'il faut profiter de l'école parce que c'est le dernier endroit où la société prend soin d'eux de manière complètement gratuite et leur apporte quelque chose sans rien demander en retour. Et c'est quand même un trésor de civilisation de se dire que une société a décidé de mutualiser des ressources pour nourrir des gens intellectuellement, pour aider des enfants à grandir. Et en fait, je me trompe quand je leur dis ça parce que c'est pas le dernier endroit, parce qu'il existe les médiathèques, qui sont des endroits gratuits où on peut être nourri intellectuellement grâce à un trésor de civilisation. C'est ce que j'ai vu sur l'école, et en fait, je peux dire exactement la même chose sur la médiathèque. C'est pour ça que je suis très heureux de recevoir ce prix, et c'est pour ça que je lui accorde énormément de sens. Voilà, merci. Ça pose les choses tout de suite. Il n'y a pas vraiment de médiathèque dans cette vallée des Lazars.
je sais plus si vous l'avez dit, c'est un premier roman et c'est peut-être pour ça que c'est encore plus impressionnant de voir à quel point cette fiction, cette histoire de famille est aboutie avec tous les questionnements qui vont avec. On l'a dit, vous nous emmenez au Maroc, alors à la frontière avec l'Algérie. J'imagine que si tu le roman là n'est pas un hasard non plus. Dans cette vallée, que se partagent deux clans, les Ayami, le clan du narrateur, et les Ogbani, le clan Oni, mais on ne sait plus pourquoi. C'est un roman de paysage vu en surplomb, c'est un roman d'apprentissage, d'amour, un roman familial et aussi effectivement un roman d'identité. Moi je voudrais savoir, Soufiane, alors bon, Soufiane, on aura passé la saison littéraire ensemble, alors vous m'en voudrez pas, mais on se tutoie à force, donc je vais lui dire tu, parce que si on se vouvoute, ça va être trop bizarre. C'est la 4e fois que je l'interviewe cette année, mais la première fois en tête à tête. D'habitude, c'est des tables rondes à plein d'auteurs, je suis assez contente. Quel a été le point de départ du livre? C'est quoi l'idée première qui est arrivée au moment de l'écriture de ce roman? Je pense que le point de départ, c'est l'endroit. L'endroit est inspiré d'un endroit que je connais, où j'allais en vacances quand j'étais adolescent. Et c'est un endroit qui a nourri complètement mon imaginaire, qui a nourri mon appétit romanesque. Et je savais, au moment où j'écris depuis mon adolescence, mais je savais qu'un jour je voudrais recréer cet endroit-là, recréer tout ce que j'ai pu ressentir là-bas, tout ce que j'ai pu percevoir là-bas. Et donc au moment d'écrire mon premier roman, eh bien, j'ai mis du temps à être prêt à parler de cet endroit. Et au moment où j'ai été prêt, finalement, ça allait très vite parce que je l'ai écrit en quelques mois parce que tout était déjà là en fait. J'ai mis du temps à être prêt, mais une fois que j'étais prêt, ça allait. Et donc oui, c'est l'endroit, il y a une manière de ce côté de la Méditerranée de chanter l'exil et l'amour qui est particulière et qui m'a nourri depuis mon enfance. Et je voulais essayer de recréer ça dans un roman. Ça partait de l'endroit. Donc ça partait de l'endroit, mais un endroit où il y a une manière particulière de chanter l'exil et l'amour. Alors, en exergue, dites à la femme aussi beau regard, celle dont l'amour m'a tiré des larmes, comme il est facile de s'attacher et comme la séparation, je ne peux y faire face. Abdelhakim Garami, parolier et compositeur. Les titres de chapitres, si je ne me trompe, je vais retrouver la page. Les titres des parties de ce roman sont tirés de chansons de Nas El Gawim, Cheb Khaled, Cheb Asni, Sheikh Mohamed, Yousni, Sheikh Arimiti, Souad Massi, Saïda Fikri. Ouais. Chanter l'exil et l'amour, en tout cas les références musicales et peut-être l'inspiration musicale, vous avez réussi à les mettre dans le livre. Merci beaucoup. C'était un souhait. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de médiathèque à cet endroit. Et en l'occurrence, la culture est principalement orale. Et cette manière d'être, ça m'a été transmis à l'oral. J'ai été beaucoup touché par certaines chansons. Et donc, il fallait que je sois accompagné par ces chansons pour écrire le roman. Et voilà, c'était la meilleure manière pour moi de parler de cet exil, de ce type d'exil en tout cas. L'idée tu viens de dire quelque chose qui est très oral hein, dans ce qui se passait là-bas. Et finalement, l'idée de ce grand-père qui s'adresse à sa petite fille, qui va lui raconter cette histoire qui est arrivée quand il avait 20 ans, de retour au pays. Moi, je me suis dit, effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre du conte ou de l'oralité. Viens là, alors, petite fille qui est pas si petite, mais viens là, je vais te raconter une histoire. Et il y a vraiment on les imagine tous les deux au coin du feu et lui qui lui raconte l'histoire. Et en fait, c'est le roman en train de s'écrire. Oui, j'ai écrit plusieurs extraits, plusieurs textes de ce roman au tout début de l'écriture. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé le personnage de Haroun et cette page-là.
cette première page. Et une fois que j'ai trouvé cette première page, je me suis dit que c'était bon, que j'allais pouvoir finir le roman. En fait, ça donnait non seulement une structure, mais aussi tout un ton, et un ton qui est plutôt oral, parce que c'est un vieillard qui raconte, et donc c'est, oui, comme un conte. Étant donné que c'est une histoire familiale, c'est, on a tous des grands-parents qui nous racontent des choses. C'est très oral finalement. J'ai dit que dans cet endroit, il y a une culture orale, mais finalement c'est partout pareil. Nos grands-parents nous racontent des histoires à tous, et donc cette première page finalement a dicté tout le côté conte du reste du livre, et elle m'a beaucoup aidé. Et pour l'anecdote, elle m'a été inspirée à la suite de la lecture d'un livre de Amin Maalouf, Léon l'Africain, la première page de Léon l'Africain. Et voilà, je suis content que tu parles de cette première page. Pour la structure du bouquin, elle a été extrêmement importante. Et en même temps, tu t'en sers pas à outrance, c'est-à-dire qu'il y a quelques adresses après, je crois 2 fois, 3 fois grand maximum dans le reste du roman, où ça nous rappelle que c'est comme si il y avait une petite lumière qui clignotait. Tu te souviens qu'en fait, c'est le grand-père qui est toujours en train de raconter à sa petite fille. C'était voulu, ça ? Oui, le risque, c'était de faire justement trop de retours et de couper le lecteur. Le bouquin est censé faire voyager le lecteur dans un endroit, mais aussi dans une époque. Et s'il y avait eu trop d'interruptions du grand-père, ça aurait coupé le lecteur dans son élan. Et s'il n'y avait pas eu du tout... en fait, à chaque fois qu'il y en a une, j'aime bien elle est choisie pour apporter quelque chose, pour apporter une esthétique, une sorte de recul temporel qui permet de voir certaines choses sous un autre angle. Et il y avait une utilité à chaque fois, mais je sais que j'ai dû en supprimer quelques-unes. Pour la dernière version, j'en ai supprimé quelques-unes parce qu'il fallait qu'il y en ait le minimum nécessaire, en fait. Alors, cette famille Ayami, j'aimerais bien que tu nous, dans le livre, que tu nous dises un peu qui ils sont. C'est quoi cette famille ? Comment elle se compose ? Sur quoi elle est composée ? Et j'allais dire, quelles sont les frustrations de la jeune génération ? Parce qu'il y en a quelques-unes. Eh bien d'abord, il est matriarche, parce que j'ai choisi de faire en sorte que ces 2 familles soient des matriarcats, parce que si la société peut être patriarcale en général, à l'intérieur des familles, dans cet endroit où un peu coupé du reste du pays, où ce sont des propriétaires terriens et ils vivent sur de la paysannerie, moi, de ce que j'ai vu, ça ressemble beaucoup à du matriarcat, et donc il fallait qu'il y ait cette matriarche. Et on parlait de frustration. La première frustration, elle vient du fait que la matriarche est tombée malade, que la matriarche commence à perdre la mémoire. D'ailleurs, on ne commence pas, elle a perdu la mémoire. Et c'est une matriarche, en perdant sa mémoire à elle, elle perd la mémoire de toute la famille et l'identité de toute la famille. Et finalement, toute cette famille est en péril. Et ce que le narrateur ressent quand il arrive là-bas, c'est que la famille est en péril, et qu'est-ce qu'il peut faire pour aider, parce qu'il a envie d'appartenir à cette famille, et il est assez frustré de voir qu'il arrive presque trop tard. Au moment où il peut s'emparer des choses et être assez adulte pour voir des choses et s'emparer de cette identité, finalement, cette identité est presque perdue parce que la matriarche perd la mémoire. Et donc il y a cette matriarche, il y a... Oui, vas-y. Pourquoi avoir choisi ? Parce que c'est un livre sur la transmission, donc la mémoire familiale. Et pourquoi avoir choisi justement une matriarche qui perd la mémoire ? Enfin, c'était pour créer cette frustration d'Amir. Si je vais être tout à fait honnête, c'est aussi pour une personne que j'ai connue. Mais au-delà de ça, ça donnait il y avait plein d'enjeux grâce à elle, oui. Plein d'enjeux. L'enjeu de la mémoire et l'enjeu de... Comment dire ? Quand on rentre au pays, on est reconnu par des gens. Et là, il y a cette personne qui ne me reconnaît pas. Et ça faisait écho aussi au fait qu'Amir, quand il y va, il ne se sent pas... il n'arrive pas à voir que les autres le reconnaissent, en fait. Il n'arrive pas à se sentir membre de cette famille. Et c'est entièrement... c'est une construction mentale qui lui appartient, parce que
il fait partie de cette famille, mais il n'arrive pas à le percevoir. Et ça, en écho, il y a la tante qui ne reconnaît ni son frère ni son neveu. Et pour la famille, je continue sur la famille. Voilà. Il y a la matriarche, il y a son mari, l'aventurier, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. On parlait de références chantées tout à l'heure. Si j'ajoute une référence, en fait, il y a un roman que j'ai lu quand j'avais 19 ans, 2 romans que j'ai lus quand j'avais 19 ans, qui m'ont beaucoup touché. Le premier s'appelle Solal de Albert Cohen et le deuxième c'est Belle du Seigneur de Albert Cohen. Et en fait, Solal est mon préféré des deux parce que c'est de tous les romans que j'ai lus, je trouve que c'est celui qui parle le mieux d'exil. En lisant, dans Solal, il y a 5 personnages qui sont 5 vieillards qui vivent dans un ghetto juif d'une île grecque. Et c'est en lisant ce roman, en voyant les 5 vieillards, je voyais des vieillards que j'ai pu connaître au Maroc. En fait, je voyais des vieillards de ma famille. Et au moment de construire le personnage de Sayad, Sayad c'est le 6e valeureux. Sayad c'est un personnage il est très riche, je pouvais amener quelque chose de comique, je pouvais amener quelque chose d'épique aussi avec les histoires qu'il peut raconter. Et bon voilà, Zara c'est la mémoire de la famille et Sayad c'est le caractère, je ne sais pas comment dire, mais il y a un écho entre Sayad et Haroun. Il y a un écho entre Sayad et Haroun. L'identité à l'excès de cette famille, elle repose sur Sayad en partie. Et elle est héritée par Haroun. Et ensuite... Justement, par rapport à cette famille, tu traites aussi des liens de filiation. Et pour aller triturer les liens de filiation, tu prends majoritairement 2 enfants adoptés. C'est... Justement, c'est pas une question uniquement de sang, sachant que plus de ça, c'est une tribu, et donc normalement, c'est plusieurs familles, et pas une seule... Donc c'est pas une question de sang, je voulais qu'il y ait une idée de culture qui se transmet et qui s'apprend, et c'est pour ça que pour Amir, il a l'impression que c'est pas quelque chose d'inné et d'hérité, c'est quelque chose qu'il doit acquérir comme culture. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'en faire 2 enfants adoptés. Même si c'est neveu et nièce à la base. Oui. Il y a malgré tout un lien de sang. Il y a un lien, bien sûr, mais c'est rigolo d'être allé triturer, enfin rigolo, intéressant, d'être allé triturer la filiation, et en plus c'est le fils préféré. C'est le fils préféré, et sa sœur est celle qui reprend, celle qui devient matriarche à son tour en fait, et qui a un héritage, alors que c'est pas une lignée directe, ça m'intéressait. Oui. Pourquoi ? Pour la raison dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est quelque chose, pour donner cette idée que c'est quelque chose qui s'acquiert, et c'est une identité qui s'acquiert plutôt que quelque chose qui s'hérite de manière innée et gratuite presque. Et Amir, quand il revient, donc ça fait 6 ans qu'il n'est pas venu l'été dans cette famille, et en fait il a un peu l'impression que, à part effectivement sa tante qui perd la tête, mais il a l'impression que chaque chose est à sa place. Et finalement, je parlais de frustration, et je pense notamment à ce passage où il y a une discussion avec Bilal, donc un des frères de Sayab, et j'ai un trou sur un des fils de Sayab, et qui a repris la ferme, alors qu'il trime 24 heures sur 24 avec sa femme. Mais jusque-là, Amir s'était jamais posé de questions. Il avait l'impression que Bilal était à l'endroit où il devait être. Et puis finalement, on se rend compte que tous les autres frères ont migré. Un est mort d'ailleurs. Et en fait, lui aussi l'avait fait. Et finalement, parce que le destin en a voulu autrement, il a été obligé de revenir, mais normalement momentanément. Et puis finalement, c'est lui qui est resté. Et finalement, il est prisonnier de cette vallée. Oui, il est prisonnier, c'est un héritage peut devenir une prison. Lui,
est prisonnier de cette vallée. Et cette discussion, elle survient à un moment où le narrateur commence à être ôté de toutes ses projections. Au début du roman, à la suite du roman, il projette énormément de choses sur la vallée, sur les personnages de la vallée, et petit à petit, il finit par tout voir sous un angle différent. Haroun est finalement différent de tout ce qu'il a pu projeter sur lui. Férouz, c'est pareil, c'est encore pire. Et pour Bilal, oui, il connaissait finalement, il y avait une histoire derrière, il ne la connaissait pas. Et une manière pour lui, et finalement, sans s'en rendre compte, une manière pour lui de devenir un membre de la vallée, c'est aussi de se déposséder de toutes ses projections et presque enquêter, découvrir ce qu'il en est vraiment. Et ce qu'il découvre, c'est que l'histoire de Bilal est assez triste, c'est celui qui est resté. Et en même temps, elle est assez triste, mais d'un autre côté, je ne sais pas si... l'exil peut être très triste aussi. Et lui, c'est celui qui est resté, celui qui n'est pas en exil, ça a des avantages aussi de ne pas être en exil. Oui. Et ça survient donc à un moment, c'est un moment charnière où le narrateur commence à voir les choses de manière différente. Valérie l'a dit, vous avez parlé de roman picaresque. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on dirait un western à certains moments, avec ces histoires de clans. Donc, qui sont les cow-boys, qui sont les Indiens? J'ai l'impression que c'est plutôt 2 tribus indiennes. Hein. C'est 2 tribus indiennes et et Montagu est calculé, oui. Et le côté western, c'était largement inspiré par l'endroit à force de décrire ces paysages. Évidemment, il fallait que je mette une scène western. Ça aurait été triste de ne pas le faire avec un décor pareil. Tu l'as évoqué, mais je voudrais qu'on revienne sur cette histoire effectivement de matriarcat. Tu l'as un peu dit, mais effectivement, moi je me suis posé la question, je ne sais pas si vous l'avez posé aussi, est-ce que c'est une envie de Soufiane Gallois qu'il y ait un matriarcat comme ça, ou est-ce que finalement c'est une réalité dans beaucoup de familles au Maroc, et finalement ce matriarcat effectivement se transmet. On a Zahra et Gemma dans chacun des clans, et puis finalement c'est Farah qui va quasiment devenir la matriarche des 2 clans réunis. Ouais, beaucoup de pouvoir. J'ai pas envie de donner une version idéalisée ou quoi que ce soit, mais c'est largement inspiré de ce que j'ai pu voir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est parce que l'économie est paysanne, en fait. J'ai l'impression que c'est parce que ce sont des familles paysannes qu'il y a ce côté-là, mais en tout cas, je sais que c'est largement inspiré de ce que j'ai pu voir. Et encore une fois, c'est coupé du reste du pays. Le pays est plus vaste et je ne me prononcerai pas sur le reste du pays. C'est inspiré de ce que j'ai pu voir. Voilà. Je pense pas que ce soit entièrement inventé, ce côté-là. Parce qu'en plus, il y a la scène du... Et justement, oui, justement parce que c'est pas inventé, notamment parce qu'il y a quand même des choses très violentes. À un moment, j'évoque l'idée que Sayad a une épouse qui perd les mémoires, et à plusieurs reprises, les gens lui conseillent de prendre une deuxième épouse. Et ça donne une idée des normes qu'il peut y avoir dans la société. Le personnage refuse, et ça, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel pour cet endroit, c'est pas exceptionnel. Et oui, il y a cette coutume du drap. Il n'existe plus normalement à cet endroit-là aujourd'hui. Mais lors d'une rencontre, j'ai découvert que ça existait dans certaines communautés du sud-est. Bref, il y a cette coutume du drap, et cette scène du drap me permettait aussi de mettre en valeur le personnage de Farah. Et puis il y a aussi le mariage, où finalement on s'ennuie un peu du côté des hommes, alors qu'on se doute que ça rit, ça parle d'amour, ça parle de sexe, et c'est beaucoup plus grivois finalement du côté des femmes. Oui,
Et c'est largement inspiré de tous les repas de famille que j'ai pu connaître et de tous les mariages que j'ai pu connaître. Ça, oui. Les hommes ont cette idée de, pour être viril, il faut parler de choses sérieuses et de choses importantes. Et on parle de politique même quand on n'y comprend rien, et on parle de choses pas très intéressantes globalement, et à chaque fois, c'est plus intéressant de l'autre côté. Là, tu veux dire que quand tu étais enfant, tu avais le droit d'aller de l'autre côté et tu as entendu ce qui se disait de l'autre côté? Et aujourd'hui encore, je m'autorise à aller de l'autre côté de temps en temps. Mais bon, parfois ça passe mal, mais oui, aujourd'hui encore, je m'y autorise, ça, pour le coup, c'est bon. Évidemment, il faut qu'on parle de cette vallée qui est quasiment le personnage principal de ce livre. Tu y décris à la fois la vie quotidienne, c'est vraiment quelque chose à la vie quotidienne qui s'adapte au paysage, qui s'adapte à la rigueur climatique, ou en tout cas on a l'impression que c'est sec, etc. Il y a les couleurs, il y a le fait d'étendre ses yeux pour la regarder. C'est le père d'Amir qui lui dit ça. C'est aussi un paysage qui n'a qu'une saison sous le regard d'Amir, qui est immense et énigmatique. Je voudrais qu'on parle un peu de tout ça. Déjà, je vais te faire lire un passage que tu as choisi. Alors j'ai choisi ce passage parce que il parle très bien de la vallée, il ne révèle pas grand-chose de l'intrigue principale, pardon. Il parle très bien de la vallée et il parle d'amitié. Voilà. Le narrateur vient de retrouver son cousin. On ne s'arrêtait jamais de parler. J'avais l'impression de reconnaître une autre version de moi-même. Il était passé par les mêmes interrogations que moi, mais lui savait les formuler pour mieux y répondre. Tous les jours, nous parlions de femmes, d'amour, de nourriture, de Dieu, des gens que nous croisions, des formes dans le ciel, des couleurs de la terre, d'un millier de sujets triviaux, et pour chacun d'eux, il me semblait qu'Haroun détenait une vérité. Ce qui rend une personne brillante, ce n'est pas sa capacité à parler de sujets profonds, mais celle de rendre profondes les choses les plus futiles. Si Haroun était redoutablement inculte, il était capable d'intuition, de réflexion et de questions d'une finesse que je n'atteignais pas, et cela, il n'en avait pas conscience. J'étais un étudiant doué, lui était un intellectuel, en ce sens qu'il pouvait formuler des idées véritablement originales. Une grande amitié est comparable à un grand amour. Au premier temps, on ne peut côtoyer personne d'autre, tout est vivant d'une vie si vive qu'on échangerait sa place pour rien au monde. Grâce à Haroun, je considérais mon séjour dans cette vallée vide et aride, dans cette ferme sans eau potable ni électricité, comme la place la plus enviable sur Terre. Et c'était vrai. J'avais 20 ans, je retrouvais le meilleur ami que j'aurais jamais, je rêvais à Fayrouz. Fayrouz, que je voulais considérer comme mon premier amour, était nimbé de secrets et d'interdits. Le tabou rendait le sentiment plus intense et plus pressant. J'ajoute à cela qu'avec Haroun, nous n'avions aucune distraction extérieure à nos corps et à nos esprits, aucun support pour y décharger notre temps libre, ni film, ni jeu quelconque. Aucun loisir autre que de déambuler. En cela, nous vivions tout dans une conscience permanente de nous-mêmes. Ma fille, on est bien obligé de vivre. Nos poumons respirent, notre sang circule, on vit sans y penser. Il est facile de vivre, chaque effort est inconscient. Mais vivre, ça ne suffit pas, le mot est biologique. Il en manque un autre à la langue française pour décrire le sentiment d'être en vie, où on a conscience de se tenir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ce que j'ai éprouvé cet été-là, grâce à Haroun et grâce à Fayrouz, Sayad et Farah, et les Ayami, et les Ogbani, les oliviers, les amandiers, les figuiers, tout formait un arrière-plan agréable à nos rêveries partagées. Il faut que j'évoque à présent à quoi ressemblait une journée au Lazare à cette période. Le soleil se levait sur une campagne où chacun se réveillait à l'aube, le fermier travaillait, l'enfant se rendait à l'école, à pied, à vélo ou en stop, l'âne braillait, la vache meuglait, les animaux nocturnes allaient à leur terrier, le lapin en sortait à l'aurore pour jouir de la rosée, les loups rôdaient pour jouir des lapins, les trabandos vrombissaient d'une frontière à l'autre, et les militaires des deux pays, tout là-haut à leur poste, faisaient des rondes lourdement armés. Chacun vaquait à l'occupation qui rythmait sa vie, et en dehors de cela, il n'existait pas 2 jours qui se ressemblaient. Le soir, on pouvait s'endormir tôt, veiller tard, on pouvait allumer un grand feu de joie ou se terrer à l'intérieur, autour d'une bougie, on se racontait des histoires et on jouait aux cartes. Chaque jour, on faisait tout et son contraire selon l'envie. Nous étions seuls au monde.
Un jour que Bilal se rendait en ville pour payer une taxe, le fait me parut incongru. C'est que le royaume, l'État, l'administration, tout était une présence lointaine et floue, qui ne nous concernait pas tout à fait. Ici, éleveurs et agriculteurs s'échangeaient leurs marchandises, la vallée pourvoyait à l'eau potable, l'essence nous venait des trabins d'eau postés au milieu de nulle part, leurs bidons étalés devant eux. Il n'y avait pas encore de courant ni d'égout à cette époque, nous étions coupés du reste du pays, vivant en complète autonomie dans cette espèce d'enclave à cheval sur deux frontières. Cet isolement prit une dimension insoupçonnée un jour où je me fis la réflexion, alors qu'on croisait des Ogbani à l'air belliqueux au détour d'une promenade, que s'il y avait un meurtre dans les alentours, la vallée saurait l'enterrer dans le silence, et personne dans le pays n'en saurait rien. Donc là, on a un des aperçus de la vallée, effectivement, d'un quotidien qui est très agraire, de la ferme, dans l'école. Mais en même temps, il y a un côté autosuffisance. Toi, tu écris le mot autonomie, mais et ça, c'est une réalité dans certaines régions du Maroc. Je pense que là, on est encore face à une projection de générateur. Il ne voit pas ce qui... les fermiers sont obligés de vendre leurs marchandises dans le reste de la ville et du pays. Il y a des liens, simplement, ce sont des liens économiques qui ne vont pas être quotidiens et qui ne vont pas influencer le quotidien. Et on est face à une projection générateur, pour le coup une projection qui me plaît, une projection où la vallée a l'air d'avoir sa vie propre, et c'est vrai d'une certaine manière. Et je parlais des couleurs tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres passages où il monte la source, il décrit avec cette vue en surplomb, il faut étendre les yeux. Là, pour le coup, alors la vallée des Lazars, sous ce nom-là, elle n'existe pas. Mais en vrai, ça existe. Je vais dire oui, un peu. Ça s'appelle pas la vallée. Ça s'appelle autrement et c'est... Mais oui. Ça s'appelle différemment. Et moi, je me disais que quand tu as écrit le livre, est-ce que ça faisait longtemps que tu y étais allé? Est-ce que tu as eu besoin d'y aller justement pour être au plus près de ces descriptions? Est-ce que tu avais des photos? Est-ce que vive Google je ne sais quoi? Ou est-ce que finalement, puisque on est aussi sur la mémoire, est-ce que c'est la mémoire qui a été la source première? Justement, j'avais besoin de ne pas y aller. J'avais besoin de compter uniquement sur ma mémoire et sur ce que je pouvais imaginer à partir de ma mémoire, parce que de la même manière que le narrateur n'est absolument pas moi, cet endroit devait quand même avoir sa vie propre. Et pour qu'il ait sa vie propre, je devais le réinventer à partir de ma mémoire, qui est plutôt fidèle. Je devais le réinventer plutôt que de décrire quelque chose de presque documentaire. Et je pense que l'effet aurait été différent si j'avais été là-bas et que j'avais décrit l'endroit plutôt que de le réinventer comme ça. Et j'aime beaucoup cette réflexion où, quand il réalise que finalement il ne connaît l'endroit que pendant une seule saison. On parlait de projection, il connaît cet endroit pendant une seule saison et il n'arrive pas, avant un certain âge en tout cas, il n'arrivait pas à concevoir que l'endroit ait une existence en dehors de lui, en dehors du moment où il y est, et donc en dehors de l'été. Et ça peut s'étendre aux gens aussi. S'il a autant de mal à se s'impliquer et à se sentir membre de cet endroit et de cette famille, c'est parce que il ne les connaît que pendant une saison. Et finalement, c'est ce qu'il dit, la vie, c'est ce qui s'étend entre les deux saisons de l'été. C'est pas l'été en lui-même, c'est pas uniquement l'été en lui-même. Et donc cet endroit, il a l'impression de ne pas le connaître, puisqu'il le connaît aussi partiellement et uniquement nourri par cette projection-là. C'est plus violent encore pour les gens que pour l'endroit, oui. Sachant qu'en plus de ça, les gens évoluent. Et là, il n'y est pas allé pendant 6 ans. Et les gens évoluent, quand on les retrouve, on a l'impression que
on doit faire comme si on les avait vus hier, on doit faire comme si on les connaissait par cœur et comme si eux nous connaissaient par cœur, alors qu'en réalité, non, on a vécu des tas de choses pendant l'année, on a évolué et c'est toujours délicat, c'est compliqué. Et on vous le reproche si vous ne faites pas comme si vous étiez là hier et comme si vous maîtrisiez complètement tous les codes, alors que non, il y a une période d'apprentissage, il y a une période d'adaptation. Il y a tout un passage sur l'hospitalité. C'est la guerre entre les deux clans, mais l'hospitalité passe avant tout. Et ça fait qu'on ne s'entretue pas. On ne s'entretue pas parce qu'on n'oublie jamais qu'on est mortel, qu'on est semblable, on meurt et on donne naissance. Tu ne tues pas celui que tu as félicité pour la naissance de son enfant. Si tu oublies ça, tu ne rends pas visite à ton ennemi, tu t'enterres dans ta haine, tu deviens mesquin. Et être mesquin, c'est la pire des choses. Être mesquin, c'est oublier la mort, et oublier la mort, c'est oublier Dieu. Il me relâcha, se remit en marche et conclut en reprenant son sourire ironique. Cette hospitalité est notre unique titre de noblesse. Elle nous permet de haïr sans jamais en venir au meurtre. Je parlais de contes philosophiques, c'est un peu à ça que je pensais. Alors j'imagine bien que cette hospitalité, il y a quelque chose de l'ordre de la tradition, etc. Mais ça raconte pas rien, ce passage-là. Alors non, bien sûr, c'est un passage que j'apprécie beaucoup en plus. Recréer la vallée, c'était aussi recréer des valeurs, puisque c'est un endroit qui vit presque en autonomie, et donc recréer des valeurs pour donner une identité à ce personnage à part entière. Et c'était évident de parler de l'hospitalité et de chercher ce qu'il y avait dans l'hospitalité, parce que bon, on le connaît, la vision Club Med du Maroc, c'est les Marocains, ils sont hospitaliers, ils sont très gentils, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'était de chercher ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est que depuis que je suis enfant, on est très hospitalier, même avec des membres de famille qu'on déteste, et même quand il y a des tiraillements, des déchirements, on reste hospitalier. Il y a ça qui relie les gens, ça permet de prendre une sorte de recul, c'est ce que dit le personnage, de toute façon, de ne pas oublier qu'on est mortel. Il y a des sujets plus importants que ça, et donc d'avoir une vision, de pouvoir garder une vision surplombante de tout, parce que toutes les haines et c'est ce qui se passe à la fin du roman, toutes les petites haines s'oublient dès qu'il y a une mort ou dès qu'il y a une naissance, parce que ce sont les choses importantes. Et oui, c'est une manière de vivre. On peut pas vivre sans ces petites haines. On a tous des petites haines comme ça. L'enjeu, c'est de garder quelque chose qui nous permet de nous souvenir qu'il y a des choses plus importantes, qu'il y a autre chose, qu'on ne peut pas s'enterrer là-dedans. Et si on le met en regard de l'exil, qui est un des sujets du livre, l'exil doit être d'autant plus violent, parce que je ne vais pas dire qu'on n'est pas très hospitalier ici, mais bon... Pas très. Bon, non, en vrai, pour parler de l'hospitalité, je vais avoir un discours plus positif et renvoyer à ce que j'ai dit sur l'école et les médiathèques. Mais pour ce qui est de l'exil, oui, on peut mettre ça en rapport avec l'exil et... Parce que déjà, rien que de passer la frontière, il y a un moment, il dit, il a faim et on va devoir sortir de l'argent pour avoir un repas, alors que si on était au Maroc, on nous aurait invités. Et c'est juste, c'est à 4 bornes, quoi. Oui, mais il y a cette idée qu'on n'est jamais mieux que chez nous aussi, et là ils sortent de la frontière, c'est à 4 bornes évidemment, c'est l'autre pays, quoi. Et il y a des rapports différents. Au-delà de ça, mais même à l'intérieur du Maroc, il y a une blague pour le coup qui est pour les initiés où ils parlent des gens qui viennent du Souss. C'est une région du sud-ouest du Maroc et ils sont connus pour être radins. Et en fait, même à l'intérieur du Maroc, pour ce qui est de la vallée, je voulais donner une identité à cette vallée avec ça et aussi donner plus de profondeur à certains personnages aussi, parce que cet endroit c'est une scène.
où le narrateur, à plusieurs moments, il est à un point de vue surplombant, il a une vision sur toute la vallée, et c'est comme si c'était une scène de théâtre. Et j'aimais bien ce côté scène de théâtre avec les gens qui ont chacun leur rôle, et puisque c'est un endroit assez réduit, les gens ont plusieurs rôles selon les scènes en fait. Et il y a quelques personnages qui surplombent ça, qui se rendent compte que c'est du théâtre et qu'il y a autre chose. On joue les petites haines, on joue son rôle pendant quelques temps, mais finalement il y a autre chose. Et ces personnages, je les cite, hein, c'est le père et Jem'a et je ne sais plus qui d'autre, mais voilà, le père et Jem'a en tout cas, et qui arrivent à ce degré de lucidité. Et c'est à partir de ce degré de lucidité aussi que le narrateur utilise pour mieux voir la vallée, pour mieux voir ce qu'il y a derrière, pour mieux voir le personnage de Bilal et les autres personnages. Et puis l'ami de Sayad, quoi. Et l'ami de Sayad, qui... Autre phrase qu'on dissèque. Hein. Bon, je l'ai lu 4 fois, il y a un moment, il faut disséquer. Derrière la dissimulation forcée, il y a toujours une plume qui s'égaie, qui écrit des quatrains pleins de désir et d'amour. Durant ces semaines et ces mois, mon cousin illettré et son amante paysanne écrivaient des épopées en secret qu'ils interprétaient une fois la nuit tombée. Les soirs où Férouz parvenait à s'enfuir et où il se retrouvait dans les recoins les plus reculés des montagnes. Alors moi, c'est surtout il y a toujours une plume qui s'égaie. Et comment elle s'égaie, la plume de Soufiane Kaloua? C'est-à-dire Eh ben, il y a un côté. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas le petit clin d'œil voilà, coucou, je suis quand même là, je suis l'auteur et je te rappelle que je suis en train de te raconter une histoire. Oui, pas du tout. J'avais pas du tout vu ça, mais c'est toujours intéressant. Oui, de couper les cheveux en 4 et de me planter, mais tu peux le dire. Non, hein. Mais il y a une espèce quand même entre ce narrateur qui raconte à sa fille ce qui est en train de devenir un roman. Là, le truc, il y a une plume qui s'égaye, qui va raconter cette histoire-là, etc. Il y a quand même ce truc de mise en abîme sur ce que c'est d'écrire. Et à ce moment-là, ce que c'est d'écrire, c'est de voir ce qu'il y a derrière ce qui est dit. Oui, derrière ce qui est dit, à ce moment-là, oui, derrière la dissimulation. Et justement, pour le coup, ça peut être une définition à tout le roman, parce que le narrateur, et donc, l'écrivain aussi pour le coup, essaie d'écrire ce qu'il y a derrière tout ce qui ne se dit pas, derrière tous les silences, derrière tous les regards, pour le coup. Sachant qu'en plus, c'est un endroit où, hormis l'excès de Haroun, c'est celui qui est parti, c'est celui qui est trop excessif et trop romanesque pour cet endroit. Il y a beaucoup de silence, beaucoup de choses qu'on ne dit pas et beaucoup de choses qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir regarder. À ce moment-là, oui, la plume qui s'égaye, c'est la plume qui réussit à regarder et réussit à voir pour écrire quelque chose. Après, il y a toujours le risque de projeter des choses qu'on invente, hein, bien sûr. Oui, là, en l'occurrence, je peux embrayer sur le personnage d'Haroun, parce que le personnage d'Haroun, c'est celui qui ne voulait pas jouer à toutes ces règles-là, qui voulait un vrai personnage de roman qui est obligé de tout dire, de tout vivre et de tout dire, qu'il y en avait assez justement de dissimuler, parce que son amour était dissimulé pendant un moment, oui. C'est là que naît le bouquin, oui. C'est là que naît le roman. En tout cas, je vois ce que tu voulais dire. Il est arrivé. J'ai mis le temps. Mais c'était pas clair. Tu as prononcé plusieurs fois le mot d'amour. Est-ce que c'est compliqué d'écrire aussi, parce que j'ai dit que c'était aussi un roman d'amour, est-ce que c'est compliqué d'écrire là-dessus sans tomber dans le cliché, dans les trucs mièvres, dans la romance? Ce qui m'a permis d'écrire ça de cette manière, c'est que c'est autour du personnage de Férouz, en fait, ce que j'ai voulu faire et qui m'a aidé dans cette manière de parler d'amour, c'est que
le personnage de Féroz reste un mystère aux yeux du narrateur, et donc on ne voit que ce que voit le narrateur pendant un certain moment, et l'amour, ce n'est pas ce que voit le narrateur, l'amour, c'est ce qui se passe derrière ce qu'a vu le narrateur et ce que croit le narrateur, et ce qui explose à la fin, en fait. Et si c'était difficile pour le coup, j'ai écrit plusieurs textes quand j'étais jeune et qui étaient mièvres, vraiment mièvres, et là, ce que j'ai trouvé pour parler de ça, c'est qu'il y ait ce mystère autour du personnage de Féroz, parce que le narrateur est complètement... il est un peu idiot de ce côté, quoi. Il projette des choses et il se rend compte de rien, et finalement il n'est pas amoureux. Il est idiot, il est naïf. Il est naïf, et il est même pas vraiment amoureux de Féroz, finalement. Tout ce qu'il projette sur Féroz, ça lui permettrait de devenir Lazari. Tout ce qu'il veut, c'est devenir Lazari comme Haroun, et pour devenir Haroun, il faut tomber amoureux de la même fille que Haroun, en fait. Et c'est juste ça qu'il éprouve, c'est complètement narcissique, finalement, il n'est pas vraiment amoureux. Et ça, finalement, je parle d'amour en parlant de ce qui n'est pas de l'amour. Et ça me... Voilà, de cette manière-là. Je réussis de cette manière-là. Et j'avais pas vraiment pensé, mais merci. Et t'avais prévu la fin dès le départ, ou il y a un moment... Alors, il y avait un personnage t'en dit laisse-nous prendre la voiture et fous-nous la paix. J'ai pu être tenté de faire en sorte qu'il y ait un autre choix, mais non, le choix était évident, ça pouvait pas être autrement. Pour toute la construction des personnages, ça pouvait pas être autrement. Pour la construction de Haroun et de Féroz, la fin pouvait pas être différente. Et le narrateur avait besoin d'une leçon, de toute façon, hein, c'est une leçon que prend le narrateur. Et la fin pouvait pas être différente. J'avais cette image, la dernière scène avec la voiture qui s'en va, je l'avais depuis le début. Il me fallait cette image-là pour finir, comme un générique de fin. Oui, on n'épouse pas un personnage de film. C'est écrit dans... Et justement, pourtant, Féroz est celle qui a finalement allé de la trempe de Haroun. Et le narrateur n'en a pas conscience, et il est très insultant envers elle au moment où il lui dit que Haroun ne pourra rien lui offrir et que lui, il a un passeport. Lui, il a un passeport français, il peut lui offrir des tas de choses. Il est très insultant envers elle à ce moment-là, on se rend compte qu'il est narcissique et qu'il n'a rien compris à ce personnage. Et alors que finalement, oui, Féroz est de la trempe de Haroun, et les deux sont à la hauteur de la vallée, et leur idée, c'est d'épouser un personnage de roman, un personnage de roman, de film. Cette phrase est prononcée par Farah, qui est vraiment la voix de la raison. Voilà. La voix de la raison, et puis quel personnage, Farah D'ailleurs, elle aussi a transgressé finalement, puisqu'elle épouse quelqu'un de la tribu d'en face qui est ennemi. Finalement, elle aussi a transgressé, mais bon. Oui, c'est un personnage que j'apprécie énormément, Farah. Et puis, il y a évidemment, on a très peu parlé, parce que je sais que tu en as parlé sur d'autres tables rondes pendant toute cette année littéraire autour de ton livre, mais il y a effectivement cette idée d'identité de l'exilé qui revient, qui part des racines dans le prologue du grand-père qui est là tout du long. Où il y a les histoires de langue, c'est-à-dire que finalement il a l'impression de passer pour un idiot parce qu'il maîtrise mal l'arabe et encore plus le dialecte, et donc il n'arrive pas à dire ce qu'il a envie de dire, donc il a toujours l'impression d'être un idiot. S'il parle en français, il est snob, c'est un vacancy, ça, comme on dit. Et à un moment il dit que finalement Haroun, il a un peu tout fait voler en éclats, on le soupçonne de manger pendant le ramadan, enfin en dehors dans les heures de jeûne. Et lui, il dit que finalement, pour les exilés, de respecter les traditions, il y a un moment, il dit que la religion est le garant de son éducation. Et que finalement, c'est une façon de garder un lien très fort
avec sa terre et avec sa culture? Oui, on se construit par mimétisme ou par opposition. Et là, la religion, il y a un côté d'identité, oui, parce que finalement, on est ceux qui ne mangent pas de porc. Voilà. Et il y a tout le sens derrière, finalement, passe à la trappe, parce que c'est une question de se construire, une manière de se construire. Il y a toujours un écart avec ceux qui ont grandi là-bas, parce qu'ils n'ont pas besoin de rappel. C'est comme si on avait besoin de rappel de temps en temps pour ne pas s'oublier, pour ne pas se perdre. Et c'est un sujet qui est vaste et c'est toujours compliqué d'en parler. Mais en fait, oui, un rappel pour ne pas se perdre et ne pas s'oublier. Et le rappel, finalement, c'est toutes les petites traditions qu'on suit, qu'on soit religieux ou non. J'en parlais récemment avec quelqu'un. Finalement, je connais énormément de gens qui ont grandi dans la religion, qui ont fini par s'en éloigner et devenir athées. Mais ils ne mangent toujours pas de porc. C'est pas possible pour eux de manger du porc. C'est comme si c'était une dernière limite. C'est un rappel et en fait on attache ça aux parents, on attache ça à quelque chose qui est très intime. Sauf si on leur sert du sanglier sans leur avoir dit au préalable. Sans leur avoir dit au préalable, comme cette histoire qui est une histoire vraie d'ailleurs. Et ces personnages et donc les gens qui ont grandi là-bas n'ont pas besoin de rappel, n'ont pas besoin de support pour se rappeler qui ils sont et pour appuyer leur identité. Et donc, c'est beaucoup plus léger sur certains aspects. Sur certains aspects de la religion, ça peut être beaucoup plus léger parce qu'il n'y a pas le même sens identitaire. Et c'est une partie de... Comment dire, il y a énormément d'œuvres qui parlent du fait d'être entre deux cultures ici, d'être ni d'ici ni de là-bas, etc., etc. Moi, ça m'intéressait de parler du côté de là-bas, d'arriver là-bas et de devoir s'emparer d'un endroit et de devoir s'emparer d'une identité qui nous appartient 20% de l'année, 20% du temps de l'année en fait. Donc, assez rarement finalement. Ça m'intéressait de prendre le problème à l'envers. Et voilà. Il est en il est en contradiction permanente. Il dit que face à la vallée, il se sentait arriver. En même temps, 5 pages plus loin, il dit qu'il y a une incapacité à s'intégrer. C'est vraiment, c'est tout le temps tout et son contraire dans sa façon de ressentir. Il est très jeune. Il est très jeune. Il est très jeune et il est en pleine construction. Et c'est un équilibre à trouver. J'utilise cette image on est sur le pas d'une porte et il y a 2 pièces qui nous sont accessibles. Et si on va trop loin dans une pièce, la porte se referme, on ne peut plus aller dans l'autre. Et donc on reste sur le pas d'une porte. Et c'est un équilibre à trouver. Il est jeune, il a une époque où tout est très excessif. Et j'en parle à toute fin, il me semble, sur les dernières pages. Et donc oui, c'est tout ou rien, et il vit tout de manière très sensible. Ouais, c'est sur les dernières pages. J'ai pris l'habitude de décrire cela ainsi. Nous vivions sur le pas d'une porte qui séparait nos 2 identités. Nous passions d'une pièce à l'autre, tâchant d'explorer chacune autant que possible, avec la peur permanente, si nous pénétrions trop en avant dans l'une, que la porte se referme sur nous et fasse oublier l'autre. Alors nous habitions un espace sur le pas de cette porte, nous existions dans cette zone inconfortable que nous aimions. Grandir, pour nous, c'était trouver l'équilibre qui nous convenait. Pour ma part, je voulais être en expansion. J'allais toujours plus loin dans l'une et l'autre. Je voudrais revenir aussi sur la gémellité. En quoi c'était important dans la construction du roman, justement, la gémellité, elle est parce qu'ils sont nés le même jour, mais en quoi l'un est un miroir de l'autre, ou les 2 faces d'une même pièce, Ils sont construits en opposition. Amir va absolument appartenir à cet endroit, aller à cet endroit et oui, faire partie de cet endroit. Et il croit que Haroun est il relie complètement cet endroit à Haroun. Il croit qu'Haroun est le plus grand symbole de cet endroit. Alors qu'en réalité, il ne s'en rend pas compte au début, il s'en rend compte au fur et à mesure. Haroun, tout ce qu'il a envie, c'est de partir parce que
l'endroit ne lui suffit pas. Il est trop pour cet endroit et l'endroit ne lui suffit pas. Et il y a cette opposition dans la construction entre les deux qui m'intéressait, et même d'un point de vue romanesque, j'ai toujours aimé les œuvres où il y a comme un témoin et quelqu'un qui agit. Un témoin, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est très exalté et quelqu'un qui est là pour observer et parfois pour envier. Et c'est une structure romanesque qui me plaît énormément, donc ça m'intéressait de la réutiliser. Et donc il y a cette ambivalence entre les deux où ça me permettait de mieux les construire, de mieux mettre à nu leur identité en montrant à quel point elles pouvaient être différentes sur cet aspect-là, cet aspect de appartenir ou s'en aller. Tu as parlé d'Albert Cohen tout à l'heure. Alors évidemment, ça je savais qu'on allait parler d'Albert Cohen à un moment. Je crois que tu as fait 2 mémoires sur Albert Cohen dans ta vie. On est dans une médiathèque. Alors tu as cité Cohen, tu as cité Amin Malouf, c'est ça? Moi j'aimerais bien justement que tu nous dises aussi un petit peu quelle est la littérature qui t'a nourri et quelle est celle dont il a fallu que tu te détaches pour réussir à écrire. Celle qui m'a nourri. Bon, pour le coup, j'ai une formation je suis prof de français, j'ai une formation qui est très académique, donc il y a eu tous les classiques possibles. Et sinon, quelques auteurs, oui. En fait, en lisant les romans russes, j'ai vu les Lazars aussi. En lisant les Dostoïevski, j'ai vu les Lazars, j'ai vu l'excès et la folie qu'il peut y avoir dans les Lazars. Et en travaillant sur Albert Cohen, je me suis rendu compte aussi que Albert Cohen, en vrai, tous les trucs et tous les secrets de ses bouquins, c'est Dostoïevski en fait. C'est vraiment Dostoïevski. Bon. Et au-delà de ça, ce dont j'ai dû me détacher, c'est quasiment tout. Parce que j'ai pu écrire des textes qui étaient très faibles quand j'étais étudiant, parce que c'était une réécriture sans arrêt des auteurs que je lisais et qui me touchaient. Il y a une période Albert Cohen, il y a une période Proust, et je réécrivais la même chose en vraiment mauvais. Et donc j'ai dû apprendre à me détacher de tout. Vraiment de tout. Ça veut dire que le temps de l'écriture, c'était interdiction de lire quoi que ce soit? Non, mais dans tous les cas, quand j'écris, j'ai dû un peu de mal à lire parce que je lis et au bout d'un moment j'ai envie d'écrire et donc j'y mets. Comment dire, même si j'en viens à me rendre compte que ça ressemble quand même un peu à ce que j'ai pu lire, eh bien il y a des relectures et des réécritures après. Il y a des relectures où je me dis ah ouais non là il faut que je change ça parce que bon voilà. Mais bon, j'ai mis du temps à me dépêtrer de ça, à me déposséder de cette habitude de réécrire. Voilà, il y a une maturité à gagner comme ça. Tu disais au début que tu l'avais écrit vite. Oui. Mais j'imagine qu'entre je l'ai écrit, j'ai fini, mais je le retravaille, je le présente à un éditeur et je le travaille avec un éditeur. Il y a eu à nouveau un peu de travail. Il y a eu un peu de travail, mais pas énormément parce que j'ai mis du temps à publier déjà. Pour parler de l'édition, je l'ai envoyé, je connaissais absolument rien à l'édition, je connaissais personne dans l'édition. Je l'ai envoyé aux grosses maisons que je connaissais. Et j'ai eu une réponse notamment qui m'a un peu peiné parce qu'elle était très précise et très documentée. Et c'était un refus, mais très précis et très documenté, donc je veux dire c'est pas loin d'être une acceptation. Et ce qui m'a peiné, c'est les raisons pour lesquelles c'était refusé. Et les raisons, c'est que le bouquin était trop exotique. Et ça m'a... Ouais. Le terme est... le terme est très mal choisi. Bon. Et en fait, pendant 6 mois, je l'ai mis de côté parce que c'est pas mon gagne-pain dans tous les cas. Donc pendant 6 mois, je l'ai mis de côté. Et au moment de le renvoyer, j'ai trouvé cette maison d'édition qui s'appelle Aculo, qui est formidable. Et d'ailleurs, l'éditeur est quelque part dans le coin. Il est sorti téléphoner, mais il est là. Donc je vais pouvoir dire du bien de lui pendant qu'il n'est pas là. Et donc la devise de la maison d'édition, c'est abolir les frontières. Et ça fonctionnait parfaitement avec le roman. Et j'ai eu une réponse au bout de 6 mois.
Et en fait, donc, il y a eu un peu de temps. Et d'ailleurs, j'ai changé le titre avant de l'envoyer. Le premier titre, c'était Trabendo. Et à la fin, j'ai changé en La Vallée des Lazars. Et il y a eu du temps entre la fin de l'écriture et l'édition. Et donc, l'éditrice de Agulum m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. Des petites erreurs des petites choses sur le style. Bon, moi, je trouvais que c'était énorme, mais elle avait des points de comparaison, donc elle m'a dit que c'était pas grand-chose. Et après, elle m'a permis de... C'est comme si elle m'avait donné de nouvelles lunettes pour relire et voir des choses que je ne voyais pas avant. Et à ce moment-là, j'ai pu retravailler certaines choses. J'ai rédigé un peu le début pour qu'on entre vraiment dans le roman plus rapidement. Voilà. Voilà. Tu veux dire que le grand-père au début c'était plus long et on rentrait plus tard. Non, le moment de l'arrivée, il y avait des petites redondances en fait. Le moment de l'arrivée dans la vallée, il y avait des petites redondances. Voilà. Et j'ai un petit peu réduit ça. Et je t'ai dit tout à l'heure, les retours au narrateur et au temps de la narration, j'ai pu en supprimer quelques-uns pour alléger le roman, puisque j'ai appris ça avec le temps. Le travail d'édition, c'est vraiment supprimer quoi. Tu disais que le premier titre c'était Trabendo. Je pense que vous l'avez tous lu le livre, hein, donc les Trabendo, c'est contrebandier qui passe la frontière avec des bagnoles toutes pourries, et c'est ce à quoi s'exerce la plupart de la jeunesse locale, parce qu'en fait il y a rien d'autre. Il y a aussi une réalité socio-économique très présente dans ce livre, qui n'est pas le sujet principal, mais qui est quand même là tout le temps. Et ça aurait donné une autre saveur de l'appeler Trabendo. La sonorité déjà, Trabendo, je ne sais pas si ça évoque grand-chose en imaginaire, à part une salle de concert ou quelque chose comme ça. Mais La Vallée des Lazars, je sais que mon éditrice, une des premières choses qu'elle m'a dites quand je lui ai parlé du titre Trabendo, c'est qu'il y a cette figure de Lazare qui apparaît, et ça marchait plutôt bien. Et au-delà de ça, finalement, ça s'appelait Trabendo parce que, les Trabendo, pas mal nourri mon imaginaire quand j'étais ado. Pour moi, c'était des aventuriers, des pirates, quand on est adolescence, quelque chose d'assez romanesque à aller voir. Et c'était pour ça. Et finalement, c'était un titre qui était choisi par affection plutôt que pour le roman. Et en fait, le vrai titre du roman, c'est La Vallée des Lazars, parce que c'est un personnage à part entière qui relie absolument tout le monde et qui donne une structure à tout le roman. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sofiane? Parce que nous, ça fait 1 heure qu'on parle. Ou des félicitations à lui adresser. Est-ce que vous nous préparez un prochain roman ou pas? Alors, normalement, oui. Mais vous pourrez poser la question à mon éditeur, il est dans le public. Donc, mais normalement, oui. Normalement, oui. Bon, voilà. L'éditeur qui a reçu le texte cette semaine confirme. Donc, il le confirme à l'auteur, tout le monde l'apprendra. Il y avait quand même de gros doutes sur le fait que ça se ferait, mais ça se fera. Voilà. Tu veux que je te sers? Question du point de vue de l'éditeur que le talent qui vient, c'est Scrimailleur. Ils feront en sorte de convaincre de contribuer chez lui. Merci beaucoup, merci. Donc oui, vous voulez en savoir plus, c'est ça? Non, ça non. L'éditeur pose son veto, il n'a pas le droit d'en parler encore. En tout cas, ça se passera en France, normalement. Voilà. Moi, je peux parler fort, moi. C'est pas grave. Oui. Vous êtes professeur de français, donc est-ce que vos élèves sont au courant que vous écrivez et au courant de ce livre? Oui, j'ai plusieurs élèves qui l'ont lu, notamment, et alors, notamment d'anciens élèves. Et ce sont des élèves de 3e qui ont un très bon niveau. Ils l'ont lu et ils ont beaucoup aimé. Oui. Et
ils ont pas menti parce qu'ils me l'ont dit alors que je suis plus leur professeur. Donc il n'y a pas de. Oui, il n'y avait pas de flatterie. Il n'y avait pas de flatterie. Et ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé. Ouais. Et Non, troisième, c'était difficile pour des troisièmes quand même. C'était un bon niveau. Je suis assez d'accord pour la troisième, c'est pas difficile, mais ce sont vraiment très bons. Des élèves de bon niveau. J'ai une élève de sixième qui l'a acheté, elle est bien mignonne, et c'est très gentil de sa part. Mais... Elle le lira plus tard. Je lui ai dit, tu le liras plus tard. Tu le liras plus tard. Oui, la sixième, c'était un peu difficile. Non, mais c'est très bien, vraiment très, très émouvant, très beau. Merci beaucoup. Voilà. J'ai bien aimé, beaucoup aimé. Merci en tout cas. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette belle découverte, cette belle rencontre. C'est vrai que le titre, nous on l'a lu avec ce titre-là, donc nécessairement la vallée des Lazars est l'un des personnages. Mais effectivement, je me demandais, puisqu'il y a le véhicule, pourquoi avoir choisi cette photo-là, c'est sans doute, enfin ce visuel-là, c'est sans doute en lien avec Trabendo et aussi parce que l'ami d'Haroun vient régulièrement avec le véhicule aussi. C'est ça, en fait, l'ami d'Haroun et Haroun lui-même, parce que la dernière image, c'est lui qui s'en va dans un véhicule similaire. Et cette voiture, c'est le personnage d'Haroun, hein, c'est un peu cabossé, il y a toute une histoire, mais elle est très belle. Et voilà. J'aime beaucoup le personnage de Farah, mais bon, vous en avez déjà beaucoup parlé. Et puis il y a la langue, parce que vous l'avez déjà un peu effleuré, mais cette langue qui rend vraiment présent à la fois la vallée, chacun des personnages, on découvre les traits de chacun, mais aussi cette difficulté à s'exprimer du personnage, de ses lapsus aussi, de ses maladresses, de quelques expressions que l'on peut découvrir, ou alors peut-être que certaines sont des créations, je ne sais pas, mais en tout cas oui, sur la langue et parfois la difficulté que s'exprimer, parce qu'on a une double culture, mais cette double culture n'est pas vécue au quotidien. Et c'est assez intéressante aussi. Encore, je parlerai pas forcément de l'exil, mais plutôt de la double culture, parce que lui-même n'est pas, enfin le personnage, le jeune homme en tout cas n'est pas, Rami n'est pas né là-bas. Il est né en France. C'est plutôt l'exil du père ou du, enfin de. Alors, oui, mais il y a toute une idée d'hériter d'un exil. Ah oui, l'héritage de l'exil, dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Là, je vous rejoins et je partage complètement. Oui. Et oui, ce serait un exil hérité. Pour le coup, ça pourrait être le sujet de tout un roman, ça. Donc, c'est ça. Et puis cette envie d'ailleurs, je vous en prie, cette envie d'ailleurs, évidemment, d'Haroun et Bilal, dont vous avez déjà beaucoup parlé. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, j'ai noté j'avais noté pas mal de choses, mais il y a un passage qui m'a beaucoup ému. C'est quand Haroun dit, j'ai déjà dit, il n'assiste pas aux funérailles, et il dit, j'ai déjà dit au revoir à ma mère la nuit de sa mort, je lui ai demandé de mourir, je l'ai souhaité, et elle m'a exaucé. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Merci beaucoup. C'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Oui, mais il y a... Bon, voilà, merci. Merci beaucoup. C'est très très bien choisi. Hein. Merci. Alors, nos amis de la librairie Point Commun sont là. Faut être gentil, c'est mon élève. À mardi. Je pense que Soufiane se prêtera évidemment au jeu de la dédicace une fois de plus. Et puis, je crois qu'on a un goûter qui nous attend. Voilà. Je crois qu'on peut applaudir très, 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 très fort.